Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Puisque je me dévoile dans ce nouveau podcast, je préfère vous le dire dès maintenant. Je présente la matinale d'Europe 1 et j'ai 36 ans. Oui, je sais, j'ai encore au moins 26 ans devant moi avant la retraite, 43 ans d'espérance de vie, si on compte. Enfin, ça reste une statistique, c'est une projection d'avant le coronavirus. Cette épidémie, elle touche d'abord et surtout, on l'a beaucoup dit, les plus de 75 ans. Nos aînés, ils représentent quasiment 3/4 des victimes. On a interdit des visites dans les EHPAD, on a essayé de les protéger, on les a isolés aussi. Au passage, vous dites quoi, vous ? Personnes âgées, aînés, vieux ? Dans ce podcast, où on prend le temps d'écouter des voix que vous n'entendez pas partout, je reçois pour cet épisode 2 Julia Moury. Elle a la trentaine, elle était journaliste et elle a tout plaqué pour faire un tour du monde de la vieillesse, ou pour voir le verre à moitié plein, un tour du monde des initiatives qui rapprochent les générations. Ensemble, on va prendre le temps d'écouter le monde changer, et parce qu'elle a un regard neuf, légitime sur cette question, on va réfléchir à la place des personnes âgées dans notre société. À quel âge est-ce qu'on est vieux aujourd'hui ? Quels sont les stéréotypes sur la vieillesse ? Et comment redonner une vraie place, un vrai rôle à nos anciens ? Cheveux blancs ou pas, calvitie ou pas, vous êtes les bienvenus. On est dans les éclaireurs. Madame, quel âge avez-vous ? 75 ans. Vous êtes grand-mère ? J'ai 5 petits-enfants, dont l'aîné est marié. Vous avez J'ai fait... plaisir à faire de la gymnastique. J'en fais tous les jours chez moi. Pour vous maintenir en forme ? Ah oui, certainement. Oui, mais est-ce que vous sautez ? Ah ben non, plus maintenant. Bonjour Julia Moury. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On est à l'aise avec le mot vieux, déjà. Non, mais ça, c'est un truc qu'il faut peut-être poser dès le départ. Nous, on utilise beaucoup ancien, senior, personne âgée. Ouais, nous, on aime beaucoup les mots vieilles et les mots vieux avec Clément qui fait ce projet avec moi. Mais parce qu'au début, dès le départ, on s'est dit comment on va les appeler, tous ces gens qu'on va aller filmer. Et on trouvait que senior, c'était un peu connoté silver economy. Et que en fait ça veut pas dire grand chose parce qu'on est senior en entreprise à 45, 50 ans. Il y a le mot ancien, aîné. Je trouve que c'est vraiment empreint d'un respect qui met un petit peu la personne à distance aussi. Et nous, il y avait une phrase de Simone de Beauvoir qu'elle a écrite en 70 qui s'appelle La vieillesse. Et dedans, donc dans les premières phrases, elle dit voilà, le vieillard, c'est soit le sage vénérable qui domine de très haut ce monde terrestre, soit c'est le vieux fou qui radote et qui extravague, mais en gros on le situe au-dessus ou en dessous de notre espèce, mais on l'en exile en fait. Et donc on s'est dit mais pourquoi ce mot vieux qui est finalement juste un adjectif comme jeune, il est si mal connoté. Pourquoi jeune, c'est empreint de positif, de dynamisme, et vieux, c'est plein d'idées négatives. Et donc, on a voulu déconstruire toutes les idées reçues qu'il y avait autour du mot vieux. Finalement, ça nous a un peu guidés dans ce tour du monde. Nous vivons, ça on le sait, de plus en plus vieux. Il y a les baby-boomers chez nous, il y a la génération de l'enfant unique du côté de la Chine. En Afrique du Sud, dans votre livre aussi, on découvre qu'il y a des enfants qui grandissent chez leurs grands-parents parce que les parents sont soit à la ville, soit morts du sida. Mais en fait, partout dans le monde, il y a des enjeux en ce moment de pyramide des âges, d'évolution démographique importante. Ouais, partout dans le monde, c'est ça qui nous a donné envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est que la transition démographique, c'est un phénomène qui est commun à tous les pays. Donc nous, ça a commencé il y a plus d'un siècle, mais dans des pays comme le Sénégal où on s'est rendu, ou l'Afrique du Sud, c'est encore des sociétés très jeunes, mais qui vont vieillir à une vitesse très rapide. Et donc ce qui était intéressant surtout, c'était de voir comment ils vont s'adapter très vite alors qu'ils ont encore un regard sur les anciens qui est hyper sacralisé. Dans des sociétés comme le Sénégal, la parole des personnes âgées, elle est hyper importante. Il n'y a aucune décision qui est prise sans leur aval. Bon, et du jour au lendemain, la société, elle va vieillir. Donc, comment tout ça va s'imbriquer, en fait ? Comment, avec ce respect-là, ils vont quand même créer des choses dont on va finalement pouvoir s'inspirer, parce que nous, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon. Alors du coup, Julia, à quel âge est-ce qu'on est vieux ? Alors, c'est une autre question qu'on s'est posée. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a posé cette question pendant qu'on préparait le voyage. À un repas de famille, elle nous a dit, mais
Ils ont quel âge, les vieux que vous allez filmer? Parce que moi, j'ai 90 ans, maintenant, j'arrive plus à marcher sans mon déambulateur. Voilà, mais quand j'avais 70 ans, j'étais dans la fleur de l'âge. Donc, quel âge ils ont, les vieux que vous allez filmer? Et elle nous a... Ouais, c'était un peu difficile d'y répondre parce que déjà, l'âge biologique, il évolue sans cesse avec les progrès de la science. Donc, on est vieux aujourd'hui beaucoup plus tard que quand mes grands-parents étaient jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi, c'est beaucoup une représentation culturelle. C'est-à-dire que nous, quand on arrivait dans un pays, on leur disait, voilà, nous, on fait un projet sur les personnes âgées. Est-ce que vous avez des anciens, des vieux, des seniors à nous présenter? Et à chaque fois, ils voyaient très bien de quoi on parlait sans qu'on leur donne une limite d'âge. Mais parfois, ces anciens, ils avaient 50 ans. Et juste, ils avaient dans cette culture-là, dans ce village-là, le statut d'aîné, et ils étaient respectés, écoutés, et donc, mais ils avaient 50 ans. Et nous, on n'aurait pas eu l'idée de filmer nos propres parents qui en avaient 60, quoi. Donc, c'était en fait vraiment intéressant de ne pas mettre de limite d'âge et de voir aussi dans chaque société quelle image on a des vieux et comment eux, ils se perçoivent eux-mêmes, quoi. Je vais vous montrer une image issue de votre livre et je vais vous demander simplement, Julia, de me la décrire, de me dire ce que vous voyez. Ok, donc je vois Boule. Elle s'appelle Anna Boulvouma. Donc Boule, c'est son surnom en fait, parce que elle se considère comme un pitbull sur le terrain de foot. Et donc Anna, elle a 75 ans, elle est sud-africaine, elle a un foulard dans les cheveux, parce que ça se fait pas quand on est vieille en Afrique du Sud de montrer ses cheveux. Et surtout, elle porte un magnifique maillot de football. My dream is to have a World Cup for the grannies. Old age doesn't mean that to write you off. No, no, no. Les Soccer Grannies, une équipe de foot, une Ouais. équipe de vieilles en Afrique du Sud. C'est ça. C'était la raison de notre déplacement dans le Limpopo, qui est une région au nord de l'Afrique du Sud. On avait lu là-bas qu'il y avait des vieilles qui jouent au foot, qui sont des vraies stars locales. Et donc ça nous intriguait franchement. C'est un vrai mouvement qui est né là-bas, dans le Limpopo. Donc Anna, c'est l'une des fondatrices de ce mouvement. Elle se rendait tous les jours à l'hôpital. Elle avait des gros problèmes de diabète et d'arthrose. Et à l'hôpital, elle a rencontré d'autres grand-mères qui avaient les mêmes problèmes qu'elle. Et un jour, en faisant des exercices, le kiné leur recommandait de faire des exercices sur un terrain de sport à côté. Il y avait des jeunes qui jouaient, qui tapaient dans la balle à côté. Et donc, la balle est venue vers elle, en fait. Elle a essayé de leur renvoyer en shootant dedans. Elle a raté le ballon. Mais en fait, elles ont tellement ri que ça leur a fait déjà du bien à leurs muscles. Enfin bon, elles se sont senties vraiment vivantes en faisant ça. Et donc, le lendemain, elles se sont retournées. Elles ont décidé d'essayer de plus régulièrement taper dans la balle. Et petit à petit, elles ont constitué une équipe de foot. Et c'est né comme ça. On s'imagine d'abord des petites vieilles qui s'amusent et qui poussent le ballon, comme on a pu voir dans les EHPAD, jouer à la Wii ou ce genre de choses. Là, c'est pas du tout ça. On est dans Olive et Tom. Sur le match, elles se transforment, ces femmes. C'est ça. En fait, elles arrivent, elles ont... je sais pas, des affaires sur la tête, des bébés dans le dos, elles ont une canne à la main, on se dit, voilà, mais qu'est-ce que ça va donner ce tournage? Et puis d'un coup, leur coach dit, allez, c'est bon, ça commence, il donne un coup de sifflet, leurs visages deviennent très sérieux, elles posent leur canne et elles arrivent à jouer. Alors il y en a qui courent en boitant un peu, mais elle y va, quoi, et elle se jette sur le ballon. Et donc aujourd'hui, il y a une fédération de grand-mères avec un championnat qui a lieu tous les ans de grand-mères, quoi, de foot pour grand-mères. Nous attendons ce match avec impatience, pour le match et surtout pour recevoir ces Sud-Africaines avec beaucoup d'amour. Il y a un pays qui est laboratoire en termes de vieillesse, et pour le coup, là aussi, on est sur un enjeu démographique autour de la pyramide des âges, c'est le Japon. Ouais, le Japon, c'est le pays où proportionnellement il y a le plus de centenaires. Et donc, on avait un peu peur en arrivant au Japon de tomber
que sur des projets qui mêlaient la robotique, des choses un peu déshumanisées. Mais donc au Japon, on a été vraiment impressionnés de voir les moyens que peuvent mettre les municipalités pour investir sur cette question-là. Par exemple, on est allé à Fukuoka, qui est une ville dans le sud du Japon, où on a rencontré un Français qui s'appelle Yves Gineste, qui a créé une méthode il y a 40 ans en France qui s'appelle l'Humanitude. Et cette méthode, elle cartonne depuis quelques années au Japon. Il forme les aidants à communiquer avec un proche âgé par le regard, par le toucher, par la tendresse. Et ça cartonne au Japon parce que les Japonais, ils sont très distants dans leur rapport. Ils se touchent pas, ils se serrent pas la main, ils se fuient du regard. Pour eux, découvrir cette méthode pour les aidants, ça a été un choc parce que voilà, pour la première fois, ils regardaient dans les yeux leur mère qui avait Alzheimer ou leur mari, leur femme qui était malade, par des caresses dans le dos, par se prendre la main. Ils arrivent à recommuniquer, à se reconnecter avec leurs proches. Il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude, le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux. C'est pour ça aussi que la crise actuelle, la crise sanitaire, c'est une catastrophe, pas simplement parce que le virus il est agiste et qui touche les plus âgés, les plus de 65 ans, mais surtout parce que quand dans un EHPAD on est isolé, qu'on voit pas ses proches pendant 3-4 mois et qu'on n'a plus droit aux visites, alors que c'est ça qui nous maintient, c'est de voir des gens, de voir ses proches, on n'a plus rien à faire en fait, quoi. Pour rompre cet isolement, alors dans le livre, il y a énormément d'initiatives de solidarité. On part en Inde, par exemple, où les vieux sont solidaires entre eux, de crédit. Mais il y a un gros risque, c'est de ghettoiser les seniors. Il y a ces villages de seniors qui se créent. Alors, c'est bien, c'est mieux que d'être seul, mais est-ce qu'ils ont vocation à être entre vieux, isolés de la société ? Moi, je pense que après avoir vu plein de lieux de vie pour personnes âgées, je pense que la clé, c'est vraiment l'ouverture vers l'extérieur. C'est en gros mêler les générations dans un même lieu. Parce que y a rien de moins naturel que de vivre avec des gens qui ont exactement le même âge que soi. Donc la solution pour moi, c'est d'ouvrir ces lieux-là, de donner envie aux gens de toutes les générations d'y aller. Donc par exemple, on a rencontré des lieux de vie pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, mais qui sont ouverts complètement sur la communauté. C'est des lieux qui sont traversants, où il y a un chemin où tous les matins les enfants passent à l'école au milieu de cet endroit, et puis il y a un super bon resto, presque gastronomique, mais abordable. Donc c'est ça le plus important, c'est d'ouvrir ces lieux-là pour que toutes les générations aient envie d'y aller. Il y a d'autres exemples dans le livre, je pense au Canada, avec des quartiers où on vit entre différents âges, on vit ensemble. La Colombie aussi, où il y a un vrai rôle dans l'éducation, dans la transmission, un vrai rôle qui est celui des vieux finalement vis-à-vis des jeunes. Je pensais aussi au Sénégal, avec un super exemple en fait, les grands-mères, tout ce qui est maternité, enfance et les petites filles, c'est les grands-mères, c'est pas les parents. Elles ont en fait un pouvoir pour faire évoluer les choses qui est assez incroyable. Donc nous, au Sénégal, on est allé voir les grands-mères du Grand Mother Project qui sont en train de faire changer des traditions séculaires comme l'excision, les grossesses adolescentes. Par leur pouvoir et par leur aura, elles empêchent ces choses-là de se perpétrer en fait. Je ne sais pas lire. Nous avons regretté de ne pas aller à l'école. Ça contribue à nous motiver pour que, grâce aux grands-mères, les enfants n'aient pas la même trajectoire que nous. Comme c'est les plus vieilles et que c'est les mères des pères de famille, les pères de famille ne peuvent pas s'opposer à leurs décisions en fait. Donc quand elles sont convaincues que quelque chose est mieux pour leurs petits-enfants, elles disent au chef de famille non, tu fais pas comme ça, et le père de famille n'a pas d'autre choix que parce que c'est leur mère et qu'elle est plus âgée,
de se soumettre à leur volonté. Et quand il y avait des ONG qui arrivaient dans leur village, ils misaient à fond sur les jeunes générations en leur disant non, opposez-vous à vos parents, opposez-vous à vos grands-parents. Et ça créait des ruptures, en fait, dans la famille. Donc cette organisation, Grandmother Project, elle mise sur les grands-mères pour faire changer ces choses-là. Et comme elles sont écoutées, respectées, que c'est les aînés et les mères des chefs de famille, ces pratiques-là disparaissent petit à petit dans cette région qui est la région de Kolda au Sénégal. Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout et pourtant vous êtes en train de leur voler leur futur juste devant leurs yeux. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses alors même que vous êtes en train de nous laisser un fardeau à nous, les enfants. On est en 2020. On a évoqué toutes ces questions d'évolution démographique, de pyramide des âges, tous ces enjeux de vivre ensemble finalement entre générations. Est-ce que là, maintenant, il y a un sujet de conflit entre les générations ? Oui, moi je trouve que dans les grands enjeux de demain qui sont le principal, le changement climatique et je trouve que les jeunes qui se bougent pour dans cette lutte-là pointent beaucoup les plus vieux au lieu de les inclure dans ce combat, parce que c'est ce que je disais avec les mamies sénégalaises. Du moment où les plus âgés sont convaincus que c'est ce qu'il y a de meilleur pour leurs petits-enfants, alors ils peuvent décupler leurs efforts pour s'engager dans un combat. Donc nous, on a rencontré plein de vieux qui s'engagent pour l'avenir, qui sont pas du tout figés dans le passé, qui regardent pas l'époque à laquelle ils étaient jeunes en se disant là c'était mieux avant. Non, ils pensent à l'avenir, un avenir dans lequel ils seront peut-être pas forcément. Et je trouve que dans le discours des plus jeunes militants notamment, il y a vraiment une mise à distance de tous ces vieux qui Justement, il y a eu le hockey boomer. Alors, on ne reproche pas à nos parents, nos grands-parents, mais il y a un réflexe chez les jeunes de reprocher à la génération d'avant, à ceux qui sont passés là avant, d'avoir laissé la planète en sale état, pour faire simple. Enfin, pour moi, le hockey boomer, c'est bon, ok, t'as rien compris, fin de la discussion, tu vois. Et alors que justement, je pense que c'est la meilleure façon pour que les vieux aient pas envie de s'intéresser à cet enjeu-là, pour qu'ils se considèrent eux-mêmes pour des vieux qui ont rien compris et pour que les choses avancent pas, quoi. Donc et puis on voit aujourd'hui quand même qu'il y a un retour à des savoir-faire au fait maison, il y a un retour à des façons de consommer comme consommer nos grands-parents aussi, quoi. Donc ils peuvent aussi incarner ces changements-là. Et donc s'il y a une rupture aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être, je trouve. Julia, il y a quelques vers de Hermann Hesse, l'éloge de la vieillesse à la fin du livre. Est-ce que je peux vous demander, on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que je peux vous demander de lire ces 4 vers pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, comme il est merveilleux pour les vieilles gens de goûter un Bourgogne auprès du feu et de partir enfin sans adieu douloureux, mais pas encore, un peu plus tard, pas maintenant. Ce qui fait un peu réfléchir à l'idée qu'on peut vieillir heureux si la société, évidemment, est adaptée. Ouais, c'est ça. Je pense que les personnes âgées et Edgar Morin, qui préface l'édition poche du livre qui s'appellera Vieillir ensemble, il parle de ce sentiment de fatigue qu'il y a en lui, qui a grandi au fur et à mesure du temps. Donc il parle d'un sentiment de fatigue, de perte physique, de perte de ses proches aimés. Mais il parle aussi de cette incroyable curiosité qu'il garde et de cette envie de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Et il s'intéresse encore aux enjeux. Il réfléchit beaucoup sur la mondialisation, il s'intéresse aux enjeux à venir. Et donc je pense que jusqu'au bout de sa vie, on continue à garder cette curiosité, à garder l'envie d'apprendre. Ça montre que jusqu'au bout de sa vie, et même dans l'avancée en âge et même dans la maladie,
parfois on peut continuer à vieillir heureux, à vieillir entouré et jusqu'au bout de la vie aussi. Pour finir, il y a une question que j'ai posée à mon premier invité dans ce podcast la semaine dernière. Et j'ai envie de vous la poser à votre tour, en fait, Julia. Est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même ? Alors, je sais pas si c'est facile, mais je pense que le premier truc, c'est de se changer soi-même. Imaginez que dans mon cas, sur les personnes âgées, j'essaie de faire changer les mentalités, de montrer des lieux de vie qui rapprochent les âges. Mais qu'en même temps, je trouve que les rides, c'est super moche, que je me fasse botoxer dans 2 ans et que je mette plein de crème anti-rides, quoi. Je pense qu'il faut, à partir du moment où on est convaincu soi-même et qu'on a changé, on peut convaincre les gens autour de soi d'en faire autant. Enfin, toutes les initiatives qu'on a rencontrées dans notre projet, ça a été lancé par des individus, à l'origine par des citoyens. En fait, c'est très rare que ce soit des États qui aient décidé d'instaurer, je sais pas, des lieux de vie multigénérationnels. Non, à chaque fois, c'est des individus ou des petits groupes d'individus qui ont voulu créer ces lieux-là, ces projets-là, et à échelle très locale, quoi. Et petit à petit, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde tout ce qui s'invente dans le monde, on voit que ça se dirige dans une direction. Ça peut changer le monde quand on les prend tous ensemble, mais ça s'est développé à échelle locale. Merci Julia Maury. Merci Mathieu. Oldissé, un tour du monde de la vieillesse à la rencontre des initiatives qui rapprochent les générations. Et en poche, ça rend un autre titre, on l'a compris. En poche, ce sera Vieillir ensemble, avec une préface inédite d'Elgar Morin dont on est très fiers. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 2 avec Julia Maury. Les Éclaireurs, c'est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Pruzès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Pour écouter l'épisode 3, c'est très simple et c'est parfaitement gratuit. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Vous nous trouvez aussi sur europe1.fr évidemment. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter le monde changer.